Salut, c'est Pauline d'Innovation Time Lausanne. Pour cette nouvelle série consacrée à l'entrepreneuriat durable, j'ai eu le plaisir de recevoir Julien Croisier et Thierry Bobst, deux des fondateurs de la petite entreprise lausannoise Canopy Project. Ce projet, il est né de leur envie de fusionner l'expertise en sciences du comportement et leur passion pour la durabilité. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec eux sur leur parcours, à la fois en tant qu'étudiants en psychologie et de jeunes entrepreneurs, mais aussi sur leurs projets passés, actuels ou futurs sous la canopée. On a aussi évoqué tout ce que tenir une petite entreprise signifie au quotidien, entre les obstacles incessants, mais aussi toutes les joies de travailler à son compte, et d'autant plus en faveur de l'environnement. Alors sans plus attendre, bonne écoute. Julien et Thierry, bienvenue sur le podcast. Merci de nous inviter. Merci pour l'invitation dans vos locaux. J'ai hâte de m'entretenir avec vous donc, sur votre projet Canopé. Pour commencer, je vous propose peut-être de vous présenter individuellement, en quelques mots, de la manière dont vous souhaitez. Alors moi je m'appelle Julien Croisier, je suis né en 1994 à Lausanne. La manière dont je souhaite me présenter, c'est pas évident, mais je pense que actuellement, ce qui m'anime, c'est mettre tout le travail qu'on peut pour essayer de parvenir aux objectifs de durabilité qu'on doit atteindre si on va avoir une petite chance que ça se passe pas trop mal dans les années à venir. Donc je pense que ce serait ça. Okay. Et donc moi je m'appelle Thierry Bobst et je suis aussi de la région lausannoise de 1995 pour être exact sur les dates. Peut-être que je peux juste ajouter, c'est qu'on est les deux donc psychologues sociaux de formation. On a fait la même formation à Lausanne à l'université dans le master de psychologie sociale et interculturelle et on a donc des profils très similaires mais on est très différents dans notre approche un peu de ça. Moi je suis plus peut-être le calme, un peu plus tranquille, plus en retrait. Julien est peut-être un peu plus pragmatique, plus la locomotive qui nous tire. Et donc voilà, c'est un peu ce qui nous représenterait, je pense, les deux assez bien. Super. Alors je vous propose d'enchaîner sur la jeunesse de votre projet. À quel moment de votre parcours, soit respectif, collectif, je ne sais pas, vous est venue l'idée de fonder Canopy Project? De quelle envie c'est venu? Qu'est-ce qui vous animait pour vous pousser à vous lancer justement dans l'entrepreneuriat? Parce que je ne sais pas si c'est extrêmement commun quand on a fait psycho de se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, pas particulièrement aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas des outils qui sont donnés actuellement suffisants pour encourager les gens à le faire, mais dans beaucoup de domaines à l'Uni, d'ailleurs, pas seulement en psychologie, mais aussi dans d'autres choses. Nous, ce qui s'est passé, si je peux raconter ça comme ça, c'est qu'à la fin de nos études en psychologie sociale, on a eu un cours sur la durabilité, la psychologie de l'environnement, et puis ça nous a vraiment parlé. Avec une prof qui s'appelle Oriane Sarrazin, on reviendra sûrement sur son nom un peu plus tard. Et puis, on s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose quand même, on pourrait, en psychologie sociale, amener quelque chose. Aller au grand édifice, quoi, de la durabilité. Et on devait faire un stage de fin d'études, et il n'y avait pas assez de places de stage disponibles. Donc du coup, on s'est dit, en très résumé, on s'est dit, tiens, on va essayer de créer quelque chose qui puisse faire l'objet d'un stage et qui puisse aussi après se traduire en quelque chose d'autre, qui puisse aller plus loin. La première idée qu'on a eue, c'était de créer un outil qui était probablement sous forme d'application mobile à l'époque, de profilage de durabilité, si tu veux, donc un ensemble de questions auxquelles tu réponds, qui te situe à un endroit sur ton chemin vers la durabilité, ce que tu veux, et ensuite qui te donne des conseils en fonction de tes caractéristiques, si tu veux, c'est-à-dire de ta motivation. Est-ce qu'elle est plutôt motivée par les autres, par toi-même? Est-ce que tu es plutôt enclin à d'abord travailler sur l'alimentation? Enfin bref, c'était ça l'idée. Évidemment que ça coûte super cher de faire une application, et donc du coup on s'est dit on va essayer de le faire différemment. Donc on a commencé à créer des groupes Telegram où on rassemblait les gens, et l'idée en fait c'était pendant un mois, si tu veux, de leur transmettre des messages avec des méthodes d'influence de psychologie sociale pour les faire aller vers plus de durabilité. Et donc en fait c'est comme ça que ça a commencé. Je sais pas si... Oui, c'est exactement ça. Puis juste pour compléter, je dirais, il y avait aussi, je pense, quelque chose lié à l'opportunité, parce que je pense autant toi que moi, on n'avait pas du tout cette identité un peu entrepreneur. C'était pas quelque chose qui nous motivait au début, en tout cas pas du tout dans le cadre de la création de la boîte. C'était plus, il n'existait pas
à notre connaissance le métier de psychologue social dans la région. Et du coup, on se disait, on va essayer de créer notre métier, en tout cas de créer une activité où on peut faire ce qu'on a appris à faire et ce qu'on aime faire et l'appliquer à la durabilité. Et du coup, en fait, au début, on voulait plutôt créer une association. Ensuite, des opportunités justement de mandats et de projets ont fait qu'on a créé une boîte. Mais donc c'est vraiment un concours de circonstances. Aussi le fait qu'on soit 3 personnes qui sont motivées au même moment à se lancer, ça a beaucoup joué parce que tout seul, on n'aurait jamais réussi à lancer ce qu'on a lancé. Donc c'était vraiment le fait qu'on soit les 3 prêts à le faire au même moment, que des projets soient un peu devant nous, qu'on puisse aller les chercher et puis qu'on ait l'idée aussi au bon moment en fait. Donc c'est aussi un peu ça. Ok, donc ça s'est enchaîné en fait très rapidement après vos études ensemble. Oui, en fait, le stage de fin d'études, c'était fin 2000, j'ai de la peine avec ça, 20, fin 2020, on a fini notre master, on a eu notre diplôme en février 2021, on est en 2022, oui c'est juste. Parce que alors, le temps, quand tu fais ce genre de truc, il commence un peu à se tordre. Et puis du coup, on a fait ce stage directement, en fait, on a eu, avec le soutien aussi d'Oriane Sarrazin, dont on reparlera vraiment, mais un mandat de recherche appliquée, on a pu retester notre méthode, donc ce qui fait qu'en fait, on a commencé à travailler sur Canopé pendant encore qu'on terminait notre master, si tu veux, avant d'obtenir notre diplôme. Donc c'était très vite lancé, du coup février 2021, c'est bon, ça me revient. On a eu ensuite des discussions sur des mandats, on voulait être une asso et on nous a dit en fait il faut que vous soyez une SARL pour qu'on puisse vous mandater. Pourquoi c'est une excellente question, on n'est pas forcément apte à y répondre et puis voilà. Mais c'est ça qui a amené et du coup en fait ça s'est un peu fait comme ça. D'un coup il y a eu 6 mois, 8 mois qui ont coulé très très vite. On a fondé Canopé, donc officiellement le 29 avril, je crois, 2021. On l'a fondé comme une entreprise à but non lucratif, qu'elle est toujours. Et puis là, en fait, on a eu des choses, et puis hop, d'un coup, ça s'est un peu calmé, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on était sur une route où on avait beaucoup de pensées, on avait des discussions sur des projets, 3 gros projets. Et quand je dis gros, ça veut dire qu'on pouvait faire tourner la boîte 2-3 ans avec, je pense. 2 ans, allez, 2 ans. Disons, mais à ce moment-là, t'as encore rien fait, tu vois. Enfin, t'as testé ta méthode, t'as fait 2-3 trucs, et tu pars de 3 projets, puis après il y en a un qui disparaît un petit peu, tu l'as pas passé une demande de trucs, etc. Un autre aussi, et puis finalement, d'un coup t'es là, puis t'es on n'a rien, on y va, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la boîte s'est créée en 3 semaines. Entre le moment où donc, on a pris la décision, on le fait et on l'a fait. Donc c'était 2-3 semaines qui sont écoulées. Et puis comme tu dis, mais ça je pense qu'on en reparlera pendant les difficultés de l'aventure. Mais donc il y a des choses qu'on fait que d'un coup on s'est retrouvé vraiment un peu ralenti. Et donc ça a beaucoup changé notre rapport à ce qu'on avait créé, mais pour le mieux aussi. Enfin, c'était très formateur. Ouais, et juste, on peut quand même ajouter un truc, on était 3 au départ, avec Yoann Favre aussi, qui lui, après, en décembre de l'année dernière, a décidé qu'il préférait aller vers d'autres horizons, etc., qui travaille à l'Uni maintenant. Donc voilà, on était 3 au début, quand même, ça c'est assez important de le préciser. 3 cofondateurs. Voilà. Super, ok. Si peut-être maintenant on peut plus s'attarder sur votre vision de la durabilité, vraiment qu'est-ce que c'est Canopy Project et quel type de service vous offrez? Alors, je pense que on parlait de ça hier avec une de nos collègues, je pense que c'est une vision qui a aussi évolué, la vision de la durabilité. Je pense que c'est un domaine où une fois que tu as le pied dedans, tu apprends des choses, tu comprends des choses et je pense qu'on arrive à un moment maintenant qui est assez charnière en tant que société, en tant que monde, en tant qu'humanité, où la réalité c'est que on a beaucoup à faire en très peu de temps et que ça va être très compliqué. Donc la vision de la durabilité, elle a toujours été, si tu veux, depuis le début, je pense, partagée. C'était toujours très clair qu'il n'y aurait pas de greenwashing potentiel, qu'on n'irait pas bosser pour des grosses multinationales, qu'on n'irait pas faire ce genre de choses-là. Je dirais que ça a toujours été très engagé, sincèrement, on peut le dire. Bien que, moi je me demande si se dire être durable aujourd'hui, c'est vraiment être engagé en fait. Je crois que c'est juste la seule chose à faire et puis peut-être que plutôt ne pas l'être, c'est s'engager à fond dans une sorte de destruction. Voilà. Mais c'est assez intéressant ces histoires-là de dire en fait c'est pas les écolos qui sont radicaux, c'est ceux qui veulent continuer de la même manière. Et je dis ceux au masculin, je pense que c'est en 90% le cas. Bon, voilà, donc du coup la vision de la durabilité elle est assez forte. Nous on n'est pas à la base, on n'a pas fait sciences de l'environnement, on n'est pas ingénieur en environnement. Par contre, on a appris beaucoup. Notre approche, c'est utiliser la psychologie sociale pour favoriser en fait l'acceptation de projets de durabilité. Ça veut dire, en gros, faire passer les bons messages aux bonnes personnes au bon moment, en très résumé. L'autre aspect qui est du coup absolument central pour nous, c'est que
il faut qu'il y ait un impact positif dans les mandats, très clair. Il n'y a pas d'autre possibilité. Les êtres humains doivent être au centre. Ça veut dire qu'on ne va jamais mettre en avant des mesures qui vont en fait nuire au bien-être des personnes qui sont visées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des mesures en place qui sont quand même ambitieuses. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas que en fait, ce soit une manière de faire bosser les gens plus ou ce genre de choses-là, en très résumé. Parce que la frontière, des fois, elle est assez fine. Donc on est à l'externe, on a une vision de la durabilité. Je pense honnêtement qui est très forte et qui est pour le coup qui est très 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 engagée, on utilise encore ce genre de vocabulaire aujourd'hui. Et à l'intérieur de Canopé aussi, c'est hyper présent, donc c'est non lucratif, peut-être qu'on reviendra dessus, mais ça implique aussi que on est là en ce moment, on est 5 personnes dans Canopé, les décisions se prennent ensemble, tout le monde a accès à tout le temps, ça veut dire les finances, tout ce que tu veux, tout le monde sait qui fait quoi, il y a égalité salariale absolue, il y a ce qu'on appelle gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on prend des décisions ensemble, on fait la semaine de 4 jours, les horaires sont 100% libres, les vacances aussi, ça veut dire que voilà, il n'y a absolument pas d'horaire fixe. Canopé c'est fermé le vendredi, c'est la seule chose qui est fixe. Le reste c'est libre, mais c'est pas libre dans le sens où du coup t'as 1000 choses à faire, c'est que c'est qu'en fait du coup les mandats sont pris pour pas être trop lourds en fait. Le but c'est de jamais se retrouver dans une situation où l'horaire est libre et du coup tu restes 12 heures et puis tu vois, voilà. Donc je dirais que c'est ça. T'as quelque chose à compléter. Juste un autre truc qui est fixe aussi, c'est que tout le monde est salarié à Canopé, c'est-à-dire qu'on prend pas de stagiaires non salariés. Donc voilà, c'était les deux choses seules fixes. Oui, exactement. Et on n'a souvent pas engagé parce qu'on n'avait pas l'argent pour le faire en fait à des moments. Et voilà, ça c'est très très important. Pour ta deuxième partie de ta question au niveau des services, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils font, c'est un peu mystérieux. On a un peu réorienté ça avec notre collègue Maëlle qui nous a rejoint cet été, qui a un background de plus HEC à la base, donc c'était super intéressant d'avoir aussi son apport. Donc, en très résumé, maintenant on nous a donné des mots pour le dire. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'adhésion des gens à un projet. Et pour ça, on a un outil qui est un questionnaire en fait, qui est bientôt lancé là, qui en fait, on prend un projet, on dit ok, est-ce que les gens sont d'accord ou pas, en très gros, et pourquoi. En fonction de ce pourquoi, on peut donner des recommandations pour favoriser l'adhésion. Donc ça, adhésion, c'est un des gros services. On travaille aussi à accompagner des stratégies de durabilité. On fait ça en ce moment, par exemple, sans amener une perspective ultra technique sur les questions énergétiques, par exemple, mais par contre, quelles sont les implications pour les personnes. Et ça, voilà, on peut travailler là-dessus. Et on travaille beaucoup aussi sur comment communiquer en durabilité. Donc, essayer une communication qui soit différente, qui puisse faire passer des messages. Comme je disais avant, les bonnes personnes, le bon message au bon moment. Là, je pense que c'est un petit panorama, un grand panorama. C'est un très bon panorama. Dans la même lignée, quel type de clients est-ce que vous aidez ? Comment est-ce que vous les conseillez concrètement ? Bon, tu as parlé du questionnaire, mais il y a peut-être d'autres choses à mentionner. Je peux peut-être répondre. Donc, nos clients sont presque exclusivement dans le public. On a commencé d'abord à rechercher plus dans le privé, mais un peu naïvement, parce qu'on ne savait pas vraiment à qui on s'adressait quand on a commencé avec la boîte. Mais en fait, assez rapidement, nos clients sont devenus de plus en plus des personnes du privé. Et puis, la manière dont les conseils, ou de notre activité, je pense qu'il y a des choses très pragmatiques ou très, très concrètes, comme la rédaction de guides, par exemple, de communication, typiquement. Puis après, il y a des tâches qui sont beaucoup plus abstraites, qui sont plus de l'accompagnement, où on donne du conseil, et ça, donc c'est peut-être un peu plus difficile à expliquer en termes d'exemples. Mais c'est à peu près entre ces deux exemples qu'il y a un certain nombre de tâches qui peuvent se rajouter pour accompagner nos clients et clientes. Ok, super. Vous m'avez mentionné en troisième cofondateur, Maëlle, mais est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre équipe, vraiment de qui elle est composée ? Et puis comment vous l'avez réfléchi ? Alors, c'est une grande question. Le fait d'être trois au départ, je crois que c'était aussi... Thierry et moi, par exemple, on a fait tout notre master, on faisait tous nos travaux ensemble tout le temps. On a toujours travaillé ensemble, en gros, dès notre master. Johan, il était aussi avec nous, mais il n'avait pas choisi les mêmes cours, donc du coup, il était moins avec nous. Mais ça, c'est parti comme ça, et je pense que c'était un intérêt commun, une possibilité commune de faire quelque chose à un certain moment, et une volonté de... Il y a toujours eu la notion de comment est-ce qu'on se complète en fait, qu'est-ce que les uns et les unes et les autres peuvent apporter. Thierry en a parlé tout à l'heure de comment lui et moi maintenant on se complète, parce que voilà, c'est nous deux qui restons du départ. Je pense que la création de l'équipe, elle est surtout en fait liée à comment les choses se sont déroulées dans le temps. Je pense pas qu'on puisse prétendre avoir un immense,
on avait un objectif au début, c'était de se dire le but c'est de donner du travail à des psychologues sociaux et des psychologues sociales quand même. C'est-à-dire donner du travail, c'est-à-dire créer ce métier et puis utiliser ses compétences à bon escient en fait. Je veux dire, voilà, ouvrir en fait une espèce de voie parce que nous on voyait qu'elle n'était pas là et franchement on était assez, disons, pas très heureux, on va dire, de cette situation et un peu désabusé aussi du fait qu'on te forme à quelque chose qui en fait pratiquement, soit tu fais de la recherche, soit tu vas chez Philippe Maurice vendre des cigarettes, quoi. Bon, donc voilà, on a avancé comme ça à 3. Ensuite, Johan est parti. Et là, c'est à ce moment-là que Oriane, dont on parlait tout à l'heure, qui était un soutien depuis le départ, a décidé de nous rejoindre comme associée. Ça veut dire qu'en fait, elle a repris les parts de Johan. Elle a toujours évidemment son travail de prof, etc. Donc, elle est là en fait en soutien. Ça veut dire qu'on a pu avoir quelqu'un d'un peu plus, on va dire, senior, même si c'est pas une senior, qui nous a rejoints pour nous soutenir. Et on a avancé comme ça. L'idée, et c'est aussi ça quand tu as un but non lucratif, c'est qu'en fait, tu peux pas vivre au-dessus de tes moyens. Donc, tu peux engager quand tu as les sous pour, donc en gros, quand tu as les mandats pour. Donc, en fait, on a fait cette période longue à 2 avec Thierry. Et puis, cet été, on a eu la possibilité d'engager justement Maëlle. Là, c'était d'une manière réfléchie parce qu'on l'avait rencontré dans le cadre de l'obtention potentielle d'un mandat qu'on n'avait finalement pas eu. Et puis, on avait super bien matché. Et en fait, depuis ce moment-là, ça a pris presque 6 mois, il faut qu'on travaille ensemble. Finalement, ça a été possible. Là, vu qu'elle avait plus ce background un peu plus business, c'était intéressant, si tu veux, d'avoir quelqu'un qui, en fait, a les codes que nous, on n'a pas nécessairement, parce qu'on a monté une boîte, mais on n'a pas ce background-là, c'est de l'auto-formation, tu vois. De tout, je veux dire, de la com, de la compta, la grande passion de tout le monde. Enfin, il y a des gens que ça passionne, et tant mieux pour eux et elles. Mais voilà, donc Maëlle a pu nous rejoindre, et là, ça a été un sacré truc, tu vois, on a fait une refonte de notre site internet, là, qui est sorti lundi. Maëlle, en fait, elle a repris tous nos textes, toute l'approche, elle nous a posé plein de questions, puis elle a pu le refaire. Plein de choses comme ça, si tu veux, qui viennent compléter, je dirais. C'est ça. En fait, elle arrive à transformer nos idées, je dirais, en services et produits. C'est ça. Parce que depuis le début, je pense qu'on on peut le dire, on est assez créatif, disons, dans notre application de la psychologie sociale. On avait plein d'idées de choses à faire, mais après, avoir cette idée, aller vers quelqu'un et dire est-ce que tu veux mâcher cette idée, c'est encore une autre histoire. Et du coup, réussir à emballer cette idée et en faire un service, un produit, quelque chose que pratiquement une personne ou un mandat, enfin une personne est prête à payer pour, ça c'est encore une autre histoire. En fait, c'est une histoire de code en réalité. Ouais, c'est ça. Et le fait est, mais ça c'est valable dans aussi un entretien d'embauche, si tu les as pas, tu pars un peu perdante, quoi. Du coup, c'est excellent de l'avoir. Il y a aussi une nouvelle collègue, qui a commencé lundi, Kim, qui a fait psychologie appliquée et environnementale à l'Université de Genève. Et donc là, on a pu engager pour la première fois une personne qui avait fait cette formation, enfin qui est psychologue social. Et donc c'est un truc assez énorme quand même, parce que au fond, il y avait vraiment cette volonté-là. Derrière, il y a la volonté dans ce qu'on fait comme travail d'apporter quelque chose pour la durabilité, mais aussi de proposer une manière de travailler différente. Et donc ça, c'est assez énorme comme truc. Moi, j'avoue que toute cette semaine, c'est incroyable. C'est un truc quand même un truc de ouf en réalité. Faut être un peu honnête. Et voilà, donc aujourd'hui, l'état de l'équipe, en gros, comment ça se compose. Et puis toi, tu pourras aussi en parler, mais active dans la boîte jour le jour, c'est Kim, Maëlle et moi. On est les 3 à 100%, employés à 100% par canopée, donc 100% sur 4 jours. Oriane, elle a toujours ce rôle de conseil, de supervision, d'aide aussi à des moments de soutien. Et Thierry a commencé, lui, depuis septembre, ouais. J'ai un nouveau poste à 80%. Et c'est un peu une manière différente, du coup, de s'investir dans son entreprise. Je suis plus là, disons, dans l'opérationnel, dans la vie de tous les jours. Mais on se voit depuis que j'ai arrêté, on s'est vu quasiment tous les vendredis pour discuter des projets, pour relire des choses si ça doit être relu. Parfois juste aussi de soutien émotionnel parce que parfois il y en a besoin aussi. Et donc c'est aussi la première fois qu'un de nous, du coup moi, ait fait ce pas de faire aussi autre chose. Et du coup ça change le rapport à la boîte, mais ça montre aussi, en tout cas pour l'instant j'ai l'impression que c'est possible d'avoir une boîte sans forcément être là tous les jours dans l'opérationnel. Et donc voilà. Et juste une chose que je voulais ajouter aussi par rapport au fait d'avoir pu engager maintenant une psychologue sociale, ce que je trouve en fait aussi très intéressant, c'est que nous, quand on a fini notre formation, on était des psychologues sociaux. C'était notre formation, c'est ce qu'on voulait faire. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps avance, en fait, on est plus devenus des chargés de projet. Pendant une année et demie, là, en fait, on a plus fait de la gestion de projet. Disons, la psychosociale représente peut-être le 10%
de notre activité quotidienne, sinon c'était plus de la gestion de projet. Et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir engager les personnes qui sortent de l'université, qui ont encore la manière de réfléchir plus psycho, parce que nous, en fait, c'est pas qu'on oublie, mais c'est que notre manière de réfléchir change un petit peu, je pense, avec le temps. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui a des idées fraîches et qui est encore plus proche, disons, des connaissances universitaires pour pouvoir de nouveau donner un peu ce sang frais dans ce qu'on fait. Donc voilà. Donc là, à votre avis, l'équipe est à peu près complète ou il y a encore des envies de l'agrandir avec d'autres profils différents? Ça dépend du travail qu'on a en fait. Mais l'idée c'est plus il y a de travail, plus il y a de personnes qui peuvent travailler. Ouais. Oui. Ensuite, des profils différents, oui, je pense que de toute façon, le plus important, et c'est ça la question qu'on a posée autant à Maël et Kim, c'est est-ce que ça te motive, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous? Dans l'autre sens, moi c'est pas très important en fait. En fait, parce que les personnes, elles sont, je veux dire, à un certain moment, on est quand même, les compétences, elles sont là. Donc, c'est plutôt si la personne a de l'intérêt pour, parce que c'est quand même un fonctionnement qui est comme il est, c'est quand même un cadre qui est comme il est. Une jeune entreprise, tu fais 1000 choses différentes toute la journée, quoi. Hein, c'est ça. Donc, je dirais que c'est une bonne question, des questions qu'on se pose en ce moment, en fait. Si tu veux tout savoir, très sincèrement. C'est très dur de le savoir parce que aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans. Non, ça fait 2 ans en fait, 2 ans et demi, non. Que la boîte existe ou que... Ça fait 1 an et demi que la boîte existe. On va faire notre première clôture, parce qu'on va clôturer tout de suite cet hiver. Et là la projection, elle est que au 31 décembre, en fait, on est le capital est de plus, en gros, on est en bénéfice, mais on ne peut pas en faire vu qu'on a but non lucratif, donc après c'est réinséré dans des associations locales ou dans des réserves. Donc on va bien, en gros, c'est ça que ça veut dire, en très résumé. C'est cool, c'est super, et donc ça permet de un tout petit peu plus planifier dans le futur. Voilà. Super, on est ravis pour vous si tout va pour le mieux. Vers quelles ressources, c'est assez large comme question, mais vous vous êtes tourné pour concrétiser ce projet, que ce soit financier ou même dans l'idée de base, votre questionnaire dont vous m'avez parlé plus tôt. Je crois que vous êtes passé par le hub aussi de l'UNIL, si je ne me trompe pas. On n'est pas passé par, on fait partie des illustres sans entrepreneurs UNIL sur le hub de entrepreneuriat et innovation. Oui, voilà, okay. Mais on a une autre photo sur ce site et c'est sûrement très bien. Ouais. Et je dirais qu'on a eu différentes sortes de ressources déjà, tout simplement au niveau plus méthodologique. On est toujours resté très très proche de l'université de Lausanne avec justement aussi Oriane Sarrazin qui est notre associée. Et aussi d'autres professeurs qui ont toujours été assez proches aussi du projet puis qui ont donné de l'aide à différents moments. Après, au niveau financier, on a eu au début le fonds Inotrec qui nous a permis aussi de tenir au moment le plus compliqué, je pense, au début, en tout cas qui a contribué à nous faire tenir au début financièrement, mais autre que ça, en fait, on a eu assez peu de ressources au début et c'était peut-être, je pense, une des choses les plus difficiles au début, c'était cette naïveté qui était en fait chouette aussi, hein, c'est ça qui nous a aussi, je pense, permis de nous lancer, mais cette naïveté un peu jeune de la jeunesse, de dire allez, de toute façon ça va marcher, et en fait un petit peu de retomber sur terre et d'un coup d'être en fait non, les choses ne sont pas données, il faut aller les chercher, et donc ça fait un peu une douche froide à un moment, mais qui permet aussi justement peut-être de développer certaines compétences, certaines manières d'approcher aussi le travail et le fait d'avoir son entreprise et qui permettent de passer un peu à l'étape d'après qui est le vrai monde et qu'est-ce qu'on fait dans ce vrai monde avec une SARL qu'on a créée. Ouais. Ok. Justement, Thierry, tu parlais de douche froide. Quel obstacle avez-vous dû surmonter ou peut-être devez-vous surmonter au quotidien en fait, en tant que jeune entreprise durable? Je dirais que ça... Bon, alors déjà, une entreprise en sciences sociales, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas un service qui forcément génère du profit. Donc c'est déjà plus difficile à vendre parce que c'est pas forcément quelque chose où tu peux dire tu vas gagner tant d'argent avec ce qu'on te propose. Et par contre, je dirais que nos obstacles, ils ont changé avec le temps. Au début, en tout cas, moi, ce qui était très difficile pour moi au début, c'était l'incertitude. Donc, justement, comme je disais, on croyait qu'on avait certains mandats qui, en fait, finalement, on n'a pas eu forcément au début. Et du coup, il y a toute une période où tu te dis, mais comment je vais payer mon loyer dans 2 mois? Comment je vais vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Au début, il y a tellement d'incertitudes. Est-ce que dans 1 an, on va encore être là? Tu n'as aucune idée. C'est très difficile de planifier, en fait, dans l'avenir.
Et maintenant, par chance, on est sorti de cette phase-là. Je pense qu'on peut dire que la boîte tourne, entre guillemets. Hein, on a des mandats qui viennent, on peut en vivre, on peut payer le salaire, on peut engager des personnes. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est, je dirais, dans l'activité quotidienne de la boîte, on a beaucoup de choses à faire, en fait. On a beaucoup de mandats, beaucoup de tâches, et puis c'est un défi quotidien de gérer des mandats de la bonne manière et de mettre en avant aussi les compétences de chacun, chacune. Donc c'est plus peut-être lié à ça, un peu le stress en fait du mandat et de pouvoir compter que sur soi. Parce qu'on n'a pas quelqu'un externe à qui on peut dire est-ce que tu peux m'aider sur ça. En fait non, c'est nous et encore une fois nous. Et puis si nous on n'a pas fait, alors nous on est un peu embêtés quoi. Donc je dirais que les obstacles, voilà, ça change un peu de ça. Ça plus l'incertitude, peut-être maintenant plus la gestion quotidienne du travail. Tu choisis pas la route facile non plus, je pense. Faut être très honnête avec le non lucratif. Enfin, ça c'est sûr. Mais en même temps, il y a personne qui a dit que ça devait l'être, et je pense pas non plus que des startups qui sont but non lucratif trouvent que ce soit facile du tout. Hein. C'est pas du tout pour le dire. En revanche, je pense que l'avantage qu'on a, c'est que t'as 100% les pieds sur terre 100% du temps, parce qu'en fait, il n'y a pas des gens de l'extérieur qui peuvent mettre Enfin, s'il y a des gens qui veulent investir, bah c'est possible, évidemment, mais il n'y a aucun retour sur investissement. Donc c'est du pur soutien. Bon, moi je trouve que c'est une façon de faire intéressante, mais après ça dépend. Mais du coup ça veut dire aussi, moi je le vois dans d'autres personnes, des amis qui travaillent dans les startups, il y a une pression, c'est du genre ah ouais, on a fini notre round d'investissement B là, donc on a engagé 30 personnes, on bosse 12 heures par jour et tout, et moi j'entends ça, mais moi j'ai l'impression que ça a l'air d'être l'enfer ce truc. Parce qu'en fait, tu travailles sur du virtuel, quoi. Tu crées quelque chose qui n'existe pas encore, tu le vends, puis tu tacs, et puis il y a de pression constante, rentabilité, tous ces trucs. Nous, on n'a pas ça. Alors, du coup, par contre, on a que des fois, il faut être patient, que des fois, du coup, c'est un peu, t'es là, wow, on va voir comment ça se passe. Mais c'est aussi une liberté qui est assez énorme, parce que du coup, tout ce qu'on se doit à nous, c'est de faire du mieux qu'on peut. C'est ce qu'on doit aussi à nos clientes et nos clients. Et à avoir le droit de se tromper, je pense. Et ça, c'est tellement important. Parce que en fait a priori on ne sait pas a priori ce qu'on fait, moi en tout cas je crois ici c'est assez nouveau, donc du coup on ne sait pas, et du coup il y a aussi, et ça je pense qu'il faut aussi le dire et le souligner, parce qu'on parlait avant des obstacles, mais il y a aussi des gens qui on a des sortes d'alliés un peu à des endroits en fait, des gens avec qui on travaille, avec qui on collabore, ou qui nous suivent de loin, mais qui sont vraiment des vrais alliés. Ça veut dire qu'ils nous parlent de nous, qui nous mettent en avant, qui apprécient le travail qu'on fait, qui comprennent aussi que c'est un truc itératif. Et ces gens-là, je pense que, on va pas les citer, mais je pense nous on sait qui c'est, je pense qu'ils ont une idée de qui c'est aussi. Je pense que sans ces personnes-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je dirais. Et ça me fait penser juste encore à une chose, ce que tu disais, des gens qui comprennent ce qu'on fait. À l'inverse, on a eu beaucoup de cas, ça c'est un autre obstacle, des gens qui nous disent des choses du style, mais les sciences sociales, tout le monde en fait un peu. Ou la psychosociale, ça en fait déjà. Donc, il y a parfois aussi un peu une difficulté à justifier, disons, ce qu'on fait, alors qu'en vrai, avec nos alliés, justement, on n'a pas besoin de justifier ce qu'on fait. Il y a une forme de compréhension, et puis on s'entend, et puis on sait qu'est-ce qu'on amène aussi. Mais il y a eu certains projets où on a dû parfois s'expliquer avec certaines personnes, disons, se défendre un petit peu avec certaines personnes qui pensaient que la psychologie sociale, les sciences du comportement, c'était quelque chose que tout le monde faisait un peu naturellement, puis il n'y avait pas forcément besoin de professionnels là-dedans. Donc voilà, ça c'était peut-être aussi un obstacle à certains moments. Oui, c'est des gens qui à la fois te demandent de venir faire de la psychologie sociale avec eux pour eux, et du coup tu te dis si vous savez faire, à la limite, nous on va jouer dehors, quoi. Ouais, on va boire un café. On va boire un café, non mais c'est vrai. Ouais. Et je pense que ça c'est aussi intéressant, pour sciences humaines, je pense aussi, ce domaine-là, c'est qu'en fait on remarque qu'on travaille très bien en complémentarité avec les personnes issues du monde de l'ingénierie, par exemple. Très très bien. Et ces personnes-là, avec les questions énergétiques en ce moment qui sont assez monumentales, je pense qu'elles comprennent que tu peux mettre des smart meters pour mesurer ton truc et tout, mais en fait si on fait ça et en même temps on apporte une sensibilisation et on fait quelque chose ensemble, là on a un effet assez cool, donc c'est marrant, c'est intéressant. C'est diamétralement, ouais. Exactement, c'est vrai que ce que tu dis en fait, c'est les personnes où tu t'attendrais le moins qui puissent être sensibles à ce qu'on fait, les personnes vraiment des sciences très dures en fait, qui sont le plus, qui on a le moins besoin de convaincre de ce qu'on fait, alors que contrairement peut-être des gens qui ont fait un peu des choses plus proches de ce qu'on fait nous, c'est là où il y a plus de résistance qui ressort. Ouais. Justement, ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce que vous avez pris la décision d'être un projet à but non lucratif, et de facto, comment est-ce que vous faites les deux et toute votre équipe en fait pour survivre. En fait, du coup, on voulait être une association.
Il n'y avait aucune même pensée au départ de dire on va faire une entreprise. On ne savait pas ce que c'était, aucune idée. Donc je pense que ça vient déjà avant tout de là. Donc il faut remonter plus loin. Mais on a aussi peut-être eu la chance de ne pas être biberonné de start-up, de tous ces trucs-là et tout. Nous, on n'est pas une start-up, on ne s'appelle pas une start-up, on s'appelle, si tu veux, une jeune entreprise ou une entreprise à but non lucratif. Mais start-up, c'est très difficile parce que c'est pas ça qu'on fait en fait. Même si start-up, ça veut dire jeune entreprise. Donc, je crois que la volonté, elle est aussi, je pense qu'il y a une question de cohérence tout simplement. À mon avis, et à notre avis, et bon, alors, on n'est pas tout le temps d'accord sur tout à 100%, mais le fait d'être non lucratif, c'est le seul choix que tu as aujourd'hui si tu travailles dans la durabilité, et potentiellement de diminuer très largement le profit, c'est une des seules solutions pour atteindre les objectifs qu'on a en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est les scientifiques du GIEC qui disent maintenant la voie c'est la sobriété, la décroissance. Dans un monde de croissance qui est basé sur la croissance, on va pas pouvoir, tu peux pas me faire moins de croissance et puis penser que ça va marcher selon les scientifiques. Et du coup, je pense que ça vient d'un souci de cohérence, tout simplement, je dirais. Du coup, on a un peu fouillé, puis on a trouvé ce modèle de l'économie sociale et solidaire. Alors, on n'est pas d'accord sur tout avec ce modèle-là, mais c'est le modèle le plus proche qu'on ait trouvé de ce qu'on ressent. En réalité, l'objectif, c'est si vous voulez faire des projets de durabilité, vous avez besoin d'aide de psychologues sociaux pour les faire, venez, on travaille ensemble. Nous, il y a des gens qui peuvent bosser avec nous, c'est une équipe vraiment plate, et on est là, on se rend disponible, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de... Alors évidemment, tu fais des plans sur la comète et tu te dis... tu es obligé de faire des plans un peu sur le temps stratégique. Mais non-profit, ce que ça veut pas dire qu'on ne fait pas de marge, ça veut dire que cette marge est systématiquement réinvestie, soit dans des associations, donc des dons en gros, soit elle est mise comme réserve, mais en 1 an et demi, là, nos salaires, c'est 3 500 francs au mieux par mois. Donc évidemment pour les gens qui sont payés c'est toujours la même chose, nous c'était différent et ça allait encore, c'est moins, parce que voilà, tu assumes certains trucs et puis c'est comme ça. Mais ça je trouve que c'est important aussi de le dire parce que, ça c'est la réalité, mais ça veut aussi dire, si tu veux, ça a cet énorme avantage que tu as un contrôle total sur tes finances du coup, et tu es toujours ancré dans la réalité, tu peux pas d'un coup faire hop, puis en fait bêtement être de plus grossir que ce dont les gens ont besoin et de la demande, parce que la réalité c'est peut-être qu'en fait il n'y a pas plus de demande que ça pour ce qu'on fait, puis si c'est comme ça c'est ok. Voilà. Donc s'il y a des gens qui ont besoin de ça, on engage des gens pour le faire, et sinon voilà. Donc je dirais que ça vient de là, puis c'est un engagement entier. Personnellement, moi je pourrais absolument pas le faire si c'était pas à but complètement lucratif. Ce serait pas possible pour moi par rapport à ce en quoi je crois et mes valeurs, mais les miennes, elles n'ont pas besoin d'être celles de tout le monde évidemment. C'est ça. Moi, je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça peut être un métier. C'est ce que tu décrivais avant avec les startups, scale-up, de faire des levées de fonds et puis tout ça, puis aller toujours plus vite, toujours plus grand, toujours là. Mais en fait, pour nous, l'entrepreneuriat, c'était plus un moyen de pouvoir créer un métier qui nous convenait, mais on n'a jamais eu cette volonté de croître. C'était plus créer ce cadre. Si on peut prendre des personnes avec nous sur le bateau, tant mieux. Mais pas du tout. Il n'y a aucun... un objectif de devenir une multinationale ou d'entrer en bourse, donc voilà, c'est un peu ça. Et puis comment on fait pour survivre? Il y a juste aussi ce truc en fait où l'avantage qu'on a avec une boîte de service, c'est que nos frais sont majoritairement les salaires. Il y a d'autres frais qui s'y ajoutent qu'on oublie parfois un peu, mais je dirais la grande majorité est quand même liée au salaire. On ne doit pas acheter les produits pour les revendre, donc on n'a pas besoin d'un grand capital de départ. On peut vraiment vivre avec assez peu au début. Et du coup, en fait, après, c'est juste travailler, c'est faire des mandats pour à chaque fois se garder dans les chiffres positifs, quoi. Mais c'est faisable. Mais comment survivre, on a quand même pris plein la tronche. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Et encore dernièrement, moi j'ai eu un moment super dur où j'en pouvais plus. Parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Des fois, tu as des déceptions très fortes, mais humaines. Moi, c'est ça qui me touche. Quand tu as l'impression que tu as une bonne relation humaine et que d'un coup, en fait, non, ça, c'est très dur. J'ai vraiment de la peine. Mais c'était dur. Mais par contre, je trouve que la liberté qu'on s'offre avec ça, elle est quand même géniale, quoi. Parce qu'en vrai, si un jour, tu n'as pas envie de travailler, tu travailles pas, quoi. Et ça, c'est cool, tu vois. Si un jour tu vas aller voir ta grand-mère à l'hôpital, tu peux aller voir ta grand-mère à l'hôpital, tout genre de trucs, puis tu peux faire tes codes, tu peux inventer tes trucs, mais comment survivre, on a dû prendre aussi des petits jobs à côté pendant tout le long, bêtement financièrement, parce que la vie, ça coûte de l'argent. Bon, ça aussi, c'est comme ça, mais ouais. Super. Justement, tu parles du quotidien. Est-ce que tu as une semaine typique à nous proposer
Ouais, je devrais faire une vidéo YouTube là, c'est my morning routine. Alors, c'est difficile, je pense, d'avoir une semaine typique en fait. Par contre, bon, pratiquement, oui, tu as quand même, si tu veux, la chose qu'il y a, c'est qu'environ en ce moment, par exemple, je pense que 60% de notre temps, voire plus, ou même en ce moment, je pense que 70% de notre temps, il est alloué au mandat. Donc, c'est-à-dire que tu travailles sur des mandats. Donc, là, par exemple, on a fait créer un système de personnages pour promouvoir des subventions communales, pour que les gens puissent s'identifier et tout. Donc, tu travailles à ça, tu travailles avec tes partenaires de graphisme, tu travailles avec tes partenaires clients, enfin, tu fais tous ces trucs. Après, d'un coup, on t'appelle pour un truc, donc tu passes 1 heure à ton téléphone, puis ta tâche que tu faisais avant, elle est plus là. Enfin, en réalité, tu fais tout à la fois, en fait, dans notre situation. Là, tout à l'heure, je dois faire la compta, et puis en même temps, il faut que je fasse un mail parce que je suis en vacances la semaine prochaine, il faut que je prépare. C'est un peu tout à la fois. Puis tiens, il faut qu'on fasse un post LinkedIn et puis truc. Donc en fait, c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est comme si moi, je vois un peu ça, j'ai toujours genre 50 onglets ouverts sur mon navigateur, qui est avec le petit truc qui tourne en haut là. Et puis, ok, tac, hop, boum, boum, les autres, puis bam, je regarde, j'ai ding ding, enfin, voilà, je pense que là, comme je m'exprime déjà, ça montre un peu ce que ça veut dire en pratique. Maintenant, ce qui est génial, c'est que t'as ces 50 onglets, puis en fait, Thierry il m'a 10 chez lui, elle en a 10 chez elle, qui en a 10 chez elle, Lauriane en a 10 chez elle, et moi j'en ai 10 chez moi. Et du coup, ça fait que... Et c'est pour ça que c'est tellement important de souligner que moi, je pense que tout seul, c'est impossible. Enfin, ou peut-être que si, il y a des gens peut-être qui sont vraiment ultra balèzes, quoi. Il faut vivre pour le travail. Tu fais que ça. Ouais, c'est ça. Si tu veux pas vivre que pour le travail, il faut partager un peu la charge. Ça, c'est vrai aussi, ouais. Du coup, du fait qu'on fait la semaine, on a aussi le temps de faire d'autres choses. Ouais. 90% du temps. Ouais, c'est ça. Mais donc non, une journée quotidienne, c'est dur à dire. Franchement, c'est très dur parce que tu dois répondre c'est pas répondre tout le temps à toutes les demandes, mais si il faut qu'on fasse une séance, on fait une séance, puis s'il faut aller la faire là-bas, on y va. On va pas, enfin tu vois, et je pense que ça fait que tu peux pas, en fait. Et des fois, c'est un peu désopilant, parce que des fois, tu as besoin d'une routine. Mais ouais. Je dirais que c'est ça en fait, le défi serait d'avoir une semaine typique. Et pour l'instant, c'est le défi. Parce qu'on a par exemple des mandats qui nous demanderaient un jour de travail par semaine, et c'est un défi de réussir à poser ce jour par semaine pour juste réaliser cette tâche-là du mandat qu'on est censé faire pendant ce jour-là. Parce que 3 mails qui rentrent, d'un coup on demande une réunion, parce que il y a juste 1000 sollicitations à droite et à gauche, ouais. Donc c'est ça, c'est une difficulté. Ouais, j'arrive à se poser une journée sur une tâche, moi j'essaie une fois par semaine, franchement, ça ne marche pas. Ouais. Parce que c'est pas possible. Mais c'est pas grave du coup, tu fais à d'autres moments. Mais justement, est-ce qu'on ne court pas le risque de s'éparpiller tu arrives à faire vraiment une tâche de A à Z quand tu dois sauter d'une tâche à l'autre? Je pense qu'il faut demander à nos clients s'ils sont contents. Oui, en fait, alors déjà, on a galéré, Thierry et moi, à avoir un logiciel de gestion de projet. Je sais pas ce qu'on a fait, mais pendant une année, on faisait des tableaux Excel avec des entrées, machin et tout. Maëlle est arrivée, elle nous a dit, mais vous avez pas Asana ou ClickUp ou Trello, ce que vous voulez? Non, on n'a jamais réussi à le setup. Puis elle a mis ça en place. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, je pense que ces outils-là, par exemple, typiquement, ils aident beaucoup. Ils aident aussi parce que tu vois ce que tu as fait. Et ça, c'est très, très important parce que c'est ça qui fait qu'en tout cas, moi, des fois, d'un coup, je suis très fatigué. C'est que je suis toujours sur la chose d'après. Enfin, je fais ce que je fais, mais tac. Il y a toute la suite. Et du coup, en fait, ça s'arrête jamais. Tu n'as jamais un moment où tu t'assois et tu es là, c'est bien, on a fait un truc cool, quoi. Donc, on peut profiter, tu vois. Donc oui, c'est pas évident, mais si tu t'organises, je pense que si tu t'organises bien, c'est possible. Je pense aussi, et de nouveau, je pense que le fait qu'on soit non lucratif, ça fait qu'on n'a pas de pression de croissance aucune. Donc en fait, du coup, on n'a pas besoin de se surbooker à aucun moment, tu vois. Vraiment jamais. On peut vraiment dire, oui, là on a le temps, là non, on n'a pas le temps. Puis on fera plus tard, parce qu'on a, tu vois. Donc on n'a pas cette situation où d'un coup tu dois trop travailler pour pouvoir mettre un peu de sous de côté, pour engager la personne après, et puis ce processus il se répète. Ouais. Et puis je dirais peut-être une manière qu'on a un petit peu parfois de calmer un peu ce rythme, ce qu'on faisait de temps en temps, c'est d'un coup, on se prend un moment, on prend une grande feuille A3 ou quelque chose, on prend un stylo chacun, et puis on se met les semaines en haut, ou disons un calendrier en haut, et puis juste on essaie de prendre chaque projet un par un, et de voir qu'est-ce qu'on a à faire pour chaque projet, de mettre un peu les taux d'activité selon les projets, à quel moment, juste pour une sorte de
vision globale et puis aussi réussir à prendre ce moment un peu de recul parce que justement quand on fonce, parfois peut-être on loupe le sens des priorités, il y a un peu ce truc effréné, on fait des erreurs à droite à gauche et tout, alors que parfois se prendre ce moment, même si ça paraît être une perte de temps de 2 heures une matinée, prendre une feuille et juste noter les choses, ça permet de calmer un peu le jeu et ça je pense ça aide pas mal. Ouais, on parlait du coup parce que tu fais ça, tu parles de comment tu te sens par rapport à tel truc, tel projet et ça fait du bien. C'est ça. Ouais. Bon alors notre entretien touche bientôt à sa fin. J'ai 2 questions pour vous encore. Quel projet est-ce que vous avez à long terme ? Quel avenir vous souhaitez voir pour Canopy Project ? Bon, c'est pas forcément une croissance démesurée, mais là, il y a peut-être des idées quand même de projets, de choses à développer encore. Bah oui, on a plein d'idées. Je pense que le début d'année prochaine, il va y avoir des évolutions assez fortes. Il va y avoir des évolutions intéressantes, je pense. Voilà. On peut dire ça comme ça. Moi, je suis pas certain que je vais continuer à plein temps non plus. Je pense que ce qui est génial maintenant, c'est qu'on a un peu atteint un moment justement, comme je disais avant, c'est quelque chose de posé, de stable. C'est comme si ces 2 ans de travail, on a posé des fondations qui, je crois, sont solides, vraiment. Et du coup, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, et il est possible, mais tu sais jamais en fait, mais que nous on garde un rôle de conseil, j'en sais rien, une présence évidemment, de soutien aussi, toutes ces choses-là, pour que d'autres personnes puissent amener des nouvelles idées et puis continuer à avancer. Ça, ce serait une possibilité. Et puis voilà, évidemment, plus il y a de travail, plus il y a de gens qui peuvent travailler. Et du coup, c'est aussi, on continue à travailler dur pour qu'il y ait plus de travail, pour faire comprendre ce qu'on fait, pour tout ça, parce que le but, c'est aussi que, il y en ait d'autres personnes qui puissent rejoindre avec nos approches. C'est ça. Je pense qu'une chose qu'on n'a pas du tout mentionné pendant toute la discussion là, c'est que en fait, la difficulté de trouver du travail après la fin des études. Et je pense que ça, c'est une des premières missions qu'on s'était données avec Canopy, et je pense que c'est celle qui va rester aussi le plus fortement dans le temps, c'est offrir du travail aux jeunes psychologues de l'environnement, en sciences du comportement, psychologie appliquée à Genève, toutes ces personnes qui n'ont pas forcément un métier défini pour elles, leur offrir un endroit où elles peuvent exercer, avoir un premier emploi. Et ça, pour moi en tout cas, c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis, effectivement, nous, notre rôle, il peut changer il peut encore beaucoup changer au fil du temps. Et ce que je disais aussi avant, je pense depuis 2 ans, nous, on a plus développé ce rôle un peu de gestionnaire d'entreprise, de projet un peu. Et c'est pour ça que je trouve toujours chouette de pouvoir engager de nouvelles personnes. Et nous, peut-être justement avec un rôle peut-être plus de, pas supervision, mais disons plus de facilitation peut-être, pour des choses que les personnes qui sortent des études ne savent pas forcément. Mais par contre, de leur laisser se faire les dents aussi sur les projets de manière assez libérée et de soutenir là où il faut soutenir, aider là où il faut aider. Bah oui, Donc, c'est un peu ça, je dirais. Mais par contre, c'est difficile de faire une planification à long terme, je pense aussi, rien que pour nos vies à nous. Je pense qu'on ne se pose pas trop forcément la question. On a eu une opportunité, une chance, c'est pour ça qu'on a pu faire ça. Sans Oriane, sans d'autres soutiens au fur et à mesure, et sans le fait de se trouver au bon moment ensemble, c'est pas possible. Donc, moi, ce que je trouverais incroyable, c'est que la partie embêtante, la pire partie, en fait, on a fait un peu le pire, parce que puis il y a des trucs qu'on sait faire que les gens qui viennent n'ont pas forcément besoin de faire. Typiquement, moi c'est mon truc, c'est la compta, ça me fait péter un câble, mais je la fais. Comme on passe dispersé sur une tâche, la compta c'est très bien parce que ça tue tous tes rêves. Donc là tu peux plus rêver, t'es assis, tu fais tes scans de trucs, tu rentres tes machins et tout. Mais voilà, et ça ce serait... quand on parle de ça, c'est que nous on a eu une chance en fait au final, donc ce serait cool. On va voir, c'est mystère et boule de gomme pour l'instant. Ça c'est je pense un truc, c'est que on fait des check-ups très réguliers entre nous aussi, on parle beaucoup, on passe beaucoup de temps à parler, justement toujours un peu de où on en est chacune d'entre nous pour voir qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir par rapport à quel taux d'investissement dans la boîte, des choses comme ça, pour que toujours tout le monde soit content pour que ça soit pas une charge, pour que ça soit quelque chose qui fasse plaisir aussi. Et voilà. On pourrait faire un pari. Moi, je pense que dans 5 ans, Canopy Project existe toujours et il y a 10 personnes dedans. Allez, au bol. Pour voir, on pourra checker dans 5 ans. Ouais, je pense que ça, c'est une projection qui fait plaisir. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Dernière question, je sais que vous brûlez d'y répondre. Qui est-ce que vous aimeriez entendre sur ce podcast en termes de peut-être association engagée dans la durabilité, pas forcément start-up?
Voilà, pour conclure. Thierry, Il y en a différentes. Ouais. On a travaillé notamment sur un projet avec Alterna. Donc ils sont plus du côté ingénieur. Mais comme on se disait, c'est justement une approche très complémentaire, totalement complémentaire en fait, de la durabilité par rapport à nous. Donc une personne de Yann Payen notamment, c'est une personne avec qui j'entendais très bien, qui pourrait être intéressante. Sinon, je le mentionnais aussi, Lisa Moussaoui, qui est maître assistante, il me semble, à l'Université de Genève et qui a aussi sa boîte à côté en changement de comportement. Et elle a une approche. Elle est spécialisée autant dans la durabilité mais aussi dans la santé pouvant faire partie de la durabilité. Mais elle a une approche très différente de la nôtre, qui est peut-être un peu plus analytique, disons. Nous, on est peut-être un peu plus dans l'opérationnel. Elle, ce serait très intéressant parce qu'elle, du coup, elle est aussi complémentaire avec nous, malgré le fait qu'on soit de la même formation de base. Et ouais, je sais pas si toi, Julien, tu as d'autres... C'est une bonne question, c'est pas facile. Hein. Moi, honnêtement, je pense que pourrait être intéressant parce que la durabilité, c'est tellement de facettes différentes. Du coup, quand même, moi, je connais une association qui s'appelle l'Association Solidaire qui distribue des cabas alimentaires toutes les semaines. Donc, c'est la nourriture qui devrait être jetée, qui est récupérée, qui est distribuée. Et je pense que ce travail-là, par rapport à quand on réfléchit, est-ce qu'on va devoir faire des choses à plus petite échelle, est-ce qu'on va devoir faire tout ça pour s'en sortir, de redistribution des choses, je trouve que c'est très intéressant et je pense que dans cette association, il y aurait des bénévoles qui auraient des choses intéressantes à dire parce que je pense qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes attention aussi, que notre parole elle vient d'un certain endroit, d'une certaine position et voilà, je pense que c'est intéressant de multiplier les points de vue, vraiment, voilà. Super, je crois qu'on a dressé un panorama quand même assez complet de ce que vous faites, de ce à quoi vous aspirez. Donc un grand merci pour votre temps. C'était très enrichissant. Avec plaisir, merci. Et puis tout bon pour Canopée. Merci, bravo. Et voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. Je remercie encore très chaleureusement Julien et Thierry pour leur générosité et je leur souhaite évidemment que du succès pour leurs projets futurs. Je laisse leur contact et leur site web en description du podcast. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!